Le 29 avril 1945, 13h47, La Haye, Pays-Bas. Hendrika van der Meer, âgée de 8 ans, entendit les bombardiers avant de les voir. Ce grondement profond et reconnaissable entre tous des moteurs de bombardiers qui signifiait mort et destruction depuis 5 ans. Elle leva les yeux du bulbe de tulipe qu'elle essayait de mâcher, son estomac creux après 3 jours sans vraie nourriture, et vit les formations approcher bas au-dessus de la ville. Sa mère la tira près d'elle, toutes deux pressées contre le mur de leur immeuble endommagé. Les Lancaster britanniques volaient, à peut-être 400 pieds, incroyablement bas, assez près pour voir les avions individuels, assez près pour entendre le rugissement des moteurs qui faisait trembler les fenêtres et vibrer le sol. « Ils viennent nous achever !» cria quelqu'un de l'autre côté de la rue. Après l'échec de Market Garden et les brutales représailles allemandes qui suivirent, les Néerlandais avaient appris à craindre ces bombardiers. Mais ceux-ci ne montaient pas à l'altitude de bombardement. Ils maintenaient cette approche dangereusement basse et leurs soutes à bombes s'ouvraient. Puis les premiers parachutes se déployèrent. Pas des bombes. Des sacs de toile tombant des ventres d'avions, des parachutes claquant en s'ouvrant, des colis dérivant vers les rues et les parcs de La Haye. Un atterrit à 30 mètres de Hendrika, éclatant à l'impact. Des pains roulèrent sur les pavés. Des boîtes de viande se dispersèrent. Une tablette de chocolat glissa jusqu'à ses pieds. Sa mère fixa le tout avec incompréhension pendant 3 secondes avant que la compréhension ne surgisse. Elle courut vers la nourriture éparpillée, pleurant, riant, incapable de traiter ce qui se passait. Autour d'elle, d'autres civils néerlandais émergeaient des abris et des bâtiments endommagés, courant vers les colis qui tombaient, ramassant de la nourriture qui ne pouvait pas être réelle, mais l'était. Hendrika ramassa la tablette de chocolat d'une main tremblante. Elle n'avait pas vu de chocolat depuis 1942. L'emballage était britannique, indéniablement britannique, avec un texte anglais et des armoiries royales. Elle leva les yeux vers le Lancaster, encore au-dessus, son équipage visible à travers les fenêtres, et salua avec une gratitude désespérée. À l'intérieur du bombardier, le lieutenant de vol James Wilson vit les civils néerlandais qui saluaient et sentit sa gorge se serrer. 4 ans de guerre lui avaient appris à compartimenter, à accomplir des missions sans penser aux cibles en dessous. Mais cette mission était différente. Ce n'étaient pas des positions ennemies ou des cibles industrielles. C'étaient des civils affamés qui avaient été des alliés jusqu'à ce que la guerre les sépare. Et la charge utile de son bombardier était de la nourriture au lieu d'explosifs. La première fois en des centaines de missions qu'il larguait quelque chose destiné à sauver plutôt qu'à détruire. L'hiver de la faim. L'hiver de la faim néerlandais de 1944-45 fut une famine délibérée imposée par les forces d'occupation allemandes en représailles à la résistance néerlandaise et aux opérations militaires alliées. La crise commença après l'échec de l'opération Market Garden en septembre 1944. Les forces alliées avaient tenté de capturer des ponts à travers le Rhin, libérer les Pays-Bas et frapper le cœur industriel de l'Allemagne. L'opération échoua catastrophiquement, laissant le nord des Pays-Bas sous contrôle allemand, tandis que les provinces du sud étaient libérées. Les autorités allemandes répondirent au soutien néerlandais aux forces alliées en imposant des restrictions systématiques sur la distribution alimentaire. Le transport ferroviaire fut fermé. Les canaux furent bloqués. Les approvisionnements alimentaires des régions agricoles ne pouvaient pas atteindre les villes. La politique était explicitement punitive. La résistance et la coopération néerlandaise avec les Alliés seraient punies par une famine de masse. L'hiver de 1944-45 fut exceptionnellement rigoureux. Les rivières gelèrent, les routes devinrent impraticables. Le peu de nourriture qui restait dans les villes ne pouvait pas être complété par des importations. Le carburant s'épuisa, forçant les familles à brûler des meubles et des livres pour se chauffer. L'électricité fut coupée pour la plupart des zones. Les systèmes d'eau échouèrent. L'infrastructure qui soutenait la vie urbaine s'effondra entièrement. La population néerlandaise réagit par des mesures de survie désespérées. Ils consommèrent des bulbes de tulipes, la fleur célèbre des Pays-Bas réduite à nourriture de famine. Ils firent du bouillir du cuir pour faire de la soupe. Ils brûlèrent tout ce qui était inflammable, meubles, livres, clôtures en bois, même les planchers de leur propre maison. Ils voyagèrent à la campagne en essayant d'échanger des objets de valeur contre de la nourriture, bien que les restrictions allemandes rendaient cela de plus en plus impossible. En avril 1945, la situation était catastrophique. Les décès dus à la famine dépassaient 200 par jour à Amsterdam seulement.
Les hôpitaux ne pouvaient pas traiter les patients parce qu'aucun médicament n'existait. Les médecins regardaient les gens mourir de maladies facilement traitables dans des conditions normales, mais fatales lorsqu'elles étaient combinées à une malnutrition sévère. Les morgues débordaient, les corps étaient enterrés dans des fosses communes parce que les funérailles individuelles étaient impossibles. La solution impossible. La solution nécessitait de négocier avec des forces ennemies qui contrôlaient toujours le territoire occupé et de les convaincre de permettre des opérations humanitaires dans une zone de guerre active. Les Britanniques proposèrent l'opération Manna, des largages de nourriture vers les villes néerlandaises par des bombardiers de la RAF, qui voleraient à une altitude extrêmement basse pour garantir la précision et démontrer une intention pacifique. Les risques étaient substantiels. Les batteries antiaériennes allemandes restaient opérationnelles. Des avions de chasse étaient encore disponibles. Un seul commandant de DCA, décidant d'ouvrir le feu, pouvait transformer une mission de miséricorde en massacre d'équipages de bombardiers volant trop bas et trop lentement pour s'échapper. L'opération nécessitait l'accord allemand de ne pas tirer pendant les largages de nourriture. Négocier cela impliquait des discussions complexes par l'intermédiaire d'intermédiaires neutres, représentants de la Croix-Rouge suédoise, diplomates suisses, réseau de résistance clandestin. Les Allemands furent informés que les bombardiers de la RAF suivraient des routes spécifiées à des heures spécifiées, larguant uniquement de la nourriture, et que toute attaque contre ces missions serait considérée comme un crime de guerre, poursuivi après la reddition allemande inévitable. Les autorités militaires allemandes acceptèrent, en partie par reconnaissance que la guerre était perdue, en partie par compréhension que permettre la famine civile aggraverait leur traitement après la reddition, en partie par simple humanité qui survivait même parmi les forces responsables de l'occupation. L'accord était fragile, dépendant de communications atteignant toutes les unités allemandes et de commandants individuels choisissant de ne pas tirer malgré le fait d'avoir des bombardiers volant à des distances où ils ne pouvaient pas manquer. Le Bomber Command de la RAF émit des briefings de mission qui soulignaient à la fois l'importance humanitaire et le risque extrême. Les équipages voleraient à 400 pieds d'altitude où le tir au sol allemand serait dévastateur. Ils suivraient des routes précises au-dessus d'un territoire encore occupé. Ils dépendraient entièrement de l'accord allemand de ne pas tirer, accord qui pourrait ne pas atteindre toutes les unités, que des commandants individuels pourraient ignorer, qui pourrait s'effondrer si un seul artilleur nerveux ouvrait le feu. Le briefing se conclut par un appel aux volontaires. Les commandants d'escadron s'attendaient à ce que peut-être la moitié se portent volontaires pour une mission aussi dangereuse. Au lieu de cela, presque tous les équipages se portèrent volontaires. Après 4 ans à larguer des bombes, l'opportunité de larguer de la nourriture était irrésistible. C'étaient des hommes qui avaient effectué des dizaines ou des centaines de missions de combat, qui avaient vu des amis mourir, qui avaient livré la destruction à des cibles industrielles et des villes allemandes. La chance de sauver plutôt que de détruire représentait quelque chose de profond, une opportunité de démontrer que les combats avaient un but au-delà de la violence, que la victoire incluait la miséricorde, qu'ils étaient quelque chose de plus que des instruments de destruction. La préparation de la mission. Préparer l'opération Manna nécessitait de transformer les escadrons de bombardiers d'instruments de destruction en forces de secours humanitaires. Les Lancaster et autres bombardiers eurent leur râtelier à bombes modifié pour transporter des colis de nourriture au lieu d'explosifs. Chaque avion transporterait entre 3 et 5 tonnes de fournitures. Farine, pain, viande en conserve, lait en poudre, chocolat, cigarettes, fournitures médicales. Les colis étaient sécurisés pour empêcher les dommages pendant le largage et marqués de drapeaux britanniques et néerlandais pour les identifier comme fournitures humanitaires. Les colis eux-mêmes représentaient une planification minutieuse. La nourriture devait être suffisamment durable pour survivre à un largage depuis 400 pieds, suffisamment nutritive pour traiter la malnutrition sévère, et emballée en quantité que les civils néerlandais pouvaient transporter et distribuer. Le pain fut cuit spécifiquement pour l'opération, plus dur que la normale pour empêcher l'écrasement. La farine fut doublement ensachée pour empêcher l'éclatement. Les boîtes furent sélectionnées pour leur résistance. Tout était conçu pour atteindre le sol intact et immédiatement utilisable. Les routes furent planifiées avec une précision inhabituelle pour les opérations de bombardement. Au lieu d'approches à haute altitude qui minimisaient l'exposition aux tirs au sol, les avions voleraient à 400 pieds, suivant des trajectoires exactes qui les maintenaient au-dessus des zones de largage désignées. Parcs, champs, zones ouvertes où la nourriture pouvait être récupérée sans mettre en danger les civils avec des colis qui tombent.
La navigation nécessitait un timing et une coordination parfaits. Des dizaines de bombardiers suivant des routes précises, à une altitude dangereusement basse, sans marge d'erreur. Les équipages reçurent des briefings qui soulignaient à la fois l'importance de la mission et le risque personnel. Ils voleraient assez lentement et assez bas qu'une seule mitrailleuse pourrait abattre un avion. Ils dépendraient entièrement des forces allemandes, ne tirant pas comme convenu. Si les combats reprenaient pour une raison quelconque, ils seraient des cibles sans défense. Le lieutenant de vol Wilson, qui avait effectué 47 missions de bombardement sur l'Allemagne, décrivit plus tard le briefing comme le plus anxieux qu'il ait vécu. Bombarder des cibles à 20 000 pieds, vous vous sentiez relativement en sécurité. La hauteur et la vitesse étaient une protection. Mais cette mission, nous serions à 400 pieds, volant droit et en palier au-dessus de positions ennemies. S'ils tiraient, nous étions morts. Mais l'alternative était de regarder des civils néerlandais mourir de faim, et ce n'était pas acceptable. Alors nous nous sommes portés volontaires. Le premier largage. Le 29 avril 1945, la première vague de l'opération Manna décolla de la RAF Milton Hall et d'autres bases dans l'est de l'Angleterre. Les formations traversèrent la mer du Nord à altitude normale, puis descendirent en approchant de la côte néerlandaise. À 400 pieds, les avions étaient suffisamment bas pour que les civils néerlandais puissent voir les visages des équipages à travers les fenêtres. Les passes de bombardement, si on pouvait les appeler ainsi, furent exécutées avec une précision qui reflétait des années d'expérience de combat appliquées à un objectif humanitaire. Les viseurs de bombes, qui avaient de calculer des trajectoires pour des explosifs puissants, calculaient maintenant des points de largage pour des colis de nourriture. Les pilotes qui avaient combattu à travers la DCA et les chasseurs maintenaient des trajectoires stables au-dessus des villes néerlandaises, tout en surveillant tout signe que les forces allemandes pourraient ouvrir le feu. Les mitrailleurs qui défendaient les bombardiers contre les avions ennemis surveillaient maintenant nerveusement les positions au sol, sachant qu'ils étaient impuissants si les tirs commençaient. Les premiers colis tombèrent au-dessus de la Haye à 13h45. Les parachutes se déployèrent, pas les explosions dramatiques auxquelles les équipages étaient habitués, mais un déploiement doux de toile et de nylon. Des colis dérivant vers les rues et les parcs où les civils néerlandais s'étaient rassemblés après avoir repéré les bombardiers qui approchaient. La réaction fut immédiate et écrasante. Les familles néerlandaises qui mouraient de faim depuis des mois virent de la nourriture tomber du ciel comme la manne biblique. Ils coururent vers les zones de largage, rassemblant des colis, pleurant de soulagement et d'incrédulité. Certains tombèrent à genoux. D'autres agitèrent des drapeaux néerlandais qu'ils avaient cachés pendant toute l'occupation. Des enfants épelèrent « Merci » en lettres géantes en utilisant des draps sur le sol où les équipages de bombardiers pouvaient les voir. À l'intérieur des bombardiers, des vétérans de combat endurcis se retrouvèrent en train de pleurer derrière leurs masques à oxygène. Ils avaient livré la destruction à l'Allemagne pendant des années, regardant des villes brûlées, sachant qu'ils tuaient des civils, ainsi que détruisant des cibles militaires. Maintenant, ils livraient la vie à des gens qui avaient été des alliés, regardant des civils néerlandais célébrer plutôt que fuir ou mourir. L'impact émotionnel fut profond et inattendu. Certains équipages ajoutèrent spontanément leur propre ration au largage. Tablettes de chocolat, cigarettes, biscuits, fournitures personnelles jetées par les fenêtres avec des messages écrits sur les emballages. Avec amour d'Angleterre, tenez bon. L'aide arrive. Dieu vous bénisse. Les messages étaient inutiles mais représentaient quelque chose d'important. Connexion personnelle entre les équipages et les civils en dessous, reconnaissance que c'était une mission humanitaire qui transcendait les objectifs militaires. Les forces allemandes observèrent, sans interférer. Les équipages antiaériens se tenaient à côté de leurs canons, mais ne tirèrent pas. Certains soldats allemands aidèrent les civils néerlandais à porter des colis, reconnaissance silencieuse que la guerre était effectivement terminée, que continuer à infliger la souffrance ne servait aucun but. Quelques officiers allemands admirent plus tard que les largages de nourriture représentèrent leur première compréhension de ce que la défaite signifierait réellement, que les alliés capables de cette miséricorde pourraient l'étendre à l'Allemagne elle-même. L'expansion de l'opération. Au cours des 10 jours suivants, l'opération Manna s'étendit pour devenir l'un des plus grands ponts aériens humanitaires jamais menés pendant un combat actif. La RAF effectua plus de 3000 sorties, larguant 6000 tonnes de fournitures alimentaires aux villes néerlandaises. Les forces aériennes de l'armée des États-Unis rejoignirent avec l'opération parallèle Showhound, ajoutant des bombardiers américains à l'effort humanitaire.
Entre les opérations britanniques et américaines, plus de 11 000 tonnes de nourriture atteignirent sur les civils néerlandais affamés, tandis que les forces allemandes détenaient toujours le territoire. Les largages se produisirent quotidiennement, temps le permettant. Des flux de bombardiers qui avaient autrefois transporté des explosifs transportaient maintenant du pain et de la farine. Des avions qui avaient frappé des cibles industrielles allemandes ravitaillaient maintenant des villes néerlandaises. Le tempo opérationnel égalait les opérations de combat, sorties multiples quotidiennes, navigation précise, planification détaillée, tout appliqué à nourrir plutôt qu'à combattre. La population néerlandaise s'organisa rapidement pour collecter et distribuer les fournitures. Les réseaux de résistance coordonnèrent la distribution pour empêcher l'accaparement et garantir que la nourriture atteigne ceux qui en avaient le plus désespérément besoin. Les autorités locales travaillèrent avec des officiers de liaison britanniques qui avaient été parachutés pour coordonner les besoins en approvisionnement et les emplacements de largage. L'opération entière évolua en collaboration entre les forces alliées, la résistance néerlandaise et la population civile. La diversité alimentaire augmenta au fur et à mesure que les opérations continuaient. Les largages initiaux se concentrèrent sur les produits de base, farine, pain, viande en conserve. Les largages ultérieurs inclurent du lait en poudre pour les enfants, des fournitures médicales pour les hôpitaux, du chocolat et des cigarettes pour le moral, même des graines pour planter des jardins qui fourniraient de la nourriture après la fin de l'occupation. Les fournitures représentaient une approche globale pour traiter la crise de famine. Calories immédiates pour prévenir les décès, fournitures médicales pour traiter les maladies liées à la malnutrition, et ressources pour la sécurité alimentaire à plus long terme. L'impact psychologique égala le bénéfice nutritionnel. Les civils néerlandais qui avaient enduré 5 ans d'occupation, qui avaient vu leur pays détruit et vu des milliers mourir de faim, reçurent des preuves tangibles que les Alliés ne les avaient pas oubliées. La nourriture représentait plus que des calories. C'était la preuve que la libération arrivait, que leur souffrance se terminait, qu'ils avaient survécu assez longtemps pour voir la liberté. Le coût et le risque. Le succès de l'opération Mana masquait des risques substantiels qui auraient pu transformer une mission humanitaire en tragédie. Les avions volaient au-dessus d'un territoire où les forces allemandes conservaient la capacité d'infliger des pertes catastrophiques. Les batteries anti-aériennes restaient opérationnelles, avec des stocks de munitions et des équipages entraînés. Des avions de chasse étaient toujours disponibles, bien qu'en de plus en plus cloués au sol par les pénuries de carburant. L'accord de cessez-le-feu était fragile, dépendant de la communication, atteignant toutes les unités des commandants individuels, choisissant de se conformer d'aucun malentendu ou accident, déclenchant le combat. Plusieurs incidents faillirent-ils mettre fin à l'opération. Un équipage anti-aérien allemand à Rotterdam commença à suivre un bombardier de la RAF. Avant que leur commandant ne leur ordonne de se retirer, un bombardier américain s'écarta de la route désignée et faillit déclencher des tirs défensifs avant que des membres de la résistance néerlandaise ne signalent aux forces allemandes qu'ils faisaient partie de l'opération humanitaire. Un avion britannique eut une panne mécanique et s'écrasa, bien que heureusement en territoire libéré, plutôt qu'en zone occupée où l'équipage aurait été capturé. Le temps posait des défis constants. Le vol à basse altitude en avril signifiait naviguer à travers la pluie, le brouillard et le vent, qui rendaient les largages de précision difficiles et augmentaient le risque de collision d'avions. Plusieurs bombardiers revinrent avec des dommages météorologiques, subit une foudre qui détruisit les systèmes électriques, mais parvint à terminer le largage avant de se retirer. Les équipages comprenaient les risques et volèrent quand même. Le taux de perte d'escadron pendant l'opération Mana était 0. Aucun avion perdu à cause d'une action ennemie. Aucun équipage tué, mais ce résultat n'était pas garanti. Chaque sortie représentait une décision consciente des équipages, de risquer leur vie pour livrer de la nourriture à des gens qu'ils n'avaient jamais rencontrés dans un pays pour lequel ils s'étaient battus, dépendant de forces ennemies, montrant une retenue dont ils ne pouvaient être certains. Le lieutenant de vol Wilson réfléchit plus tard. Au calcul du risque, nous avions risqué nos vies des centaines de fois en larguant des bombes. Risquer en larguant de la nourriture semblait le moins que nous puissions faire si nous avions été abattus pendant Mana. Au moins nous serions morts en faisant quelque chose de valable, plutôt que de simplement détruire plus de villes. Cela comptait pour nous, la connexion de libération, le timing de l'opération Mana. Les derniers jours d'avril 1945 signifiaient qu'elle précédait directement la reddition allemande et la libération néerlandaise. Le 5 mai, les forces allemandes aux Pays-Bas se rendirent inconditionnellement. Les forces alliées entrèrent dans les villes néerlandaises,
quelques heures plus tard, achevant la libération que Market Garden avait échoué à réaliser 8 mois plus tôt les largages de nourriture, avait maintenu la population en vie pendant les dernières semaines. Critique: si l'opération Mana ne s'était pas produite, des milliers de personnes supplémentaires seraient mortes dans ces derniers jours avant la libération de la population néerlandaise. Accueillit les forces alliées avec des célébrations qui reflétaient des mois de gratitude accumulés les troupes britanniques et canadiennes entrant à Amsterdam. Rotterdam et La Haye furent assaillis par des foules agitant des drapeaux, jetant des fleurs, embrassant des soldats, chantant des hymnes. Les célébrations étaient joyeuses mais portaient également un caractère désespéré. C'étaient des gens qui avaient survécu à la famine grâce à une combinaison d'endurance et d'intervention alliée de nombreux civils néerlandais, recherchèrent spécifiquement des équipages de la RAF pour les remercier des largages de nourriture. Les familles apportèrent des photographies montrant des parachutes tombant des colis collectés de la nourriture distribuée. Ils décrivirent ce que les largages avaient signifié. La différence entre la survie et la mort, entre l'espoir et le désespoir, entre tenir pendant les derniers jours et abandonner la mission finale. Pays-Bas, mai 1945, les dernières. Mission. Mana, le lieutenant de vol, Wilson, effectua sa dernière sortie humanitaire le 4 mai à quelques heures de la reddition allemande. Son Lancaster transportait de la farine et des fournitures médicales vers Rotterdam, les larguant, avec une précision qui reflétait des centaines de missions de combat réutilisées pour la préservation plutôt que la destruction. Il regarda les civils néerlandais ramasser les colis en dessous, agitant des drapeaux et épelant des messages de gratitude avec des draps. Il avait vu beaucoup de choses pendant 4 ans, de guerre des villes, brûlant des avions, explosant des amis. Mourant, il avait livré des milliers de tonnes d'explosifs à des cibles allemandes, sachant que ces actions tuèrent des gens même en servant un objectif militaire légitime. Mais cela volait à 400 pieds au-dessus d'une ville néerlandaise, larguer de la nourriture à des civils affamés, voir la gratitude plutôt que la destruction, cela semblait être ce pourquoi il s'était rebattu. Depuis le début, pas seulement vaincre l'Allemagne, mais prouver que la civilisation signifiait quelque chose, que la victoire alliée inclurait la miséricorde, que le pouvoir pouvait être utilisé pour préserver plutôt que détruire son bombardier, signala les colis déployés avec succès. Wilson inclina le Lancaster vers l'Angleterre, montant à une altitude plus sûre, laissant derrière lui des civils néerlandais qui survivraient parce que les bombardiers britanniques avaient livré du pain au lieu de bombes. La guerre se terminerait officiellement. Dans quelques jours, l'Allemagne se rendrait inconditionnellement, les forces alliées occuperaient le territoire allemand et commencerait le travail difficile de reconstruction et de réconciliation. Mais l'opération Mana avait déjà démontré ce que la victoire signifierait. Pas seulement la défaite militaire de l'ennemi, mais l'affirmation positive des valeurs qui rendaient la victoire valable. Les pilotes britanniques avaient risqué leur vie en larguant de la nourriture à des gens qui avaient été des amis avant que la guerre ne les sépare. Ils avaient volé dangereusement bas au-dessus d'un territoire contrôlé par l'ennemi, dépendant de la retenue de force qui aurait pu les tuer facilement. Ils l'avaient fait parce que regarder des civils mourir de faim était intolérable, parce qu'ils se battaient pour des principes qui incluaient la miséricorde, parce que le pouvoir ne signifiait rien s'il n'était pas utilisé pour préserver la vie quand c'était possible. L'aube grise sur les Pays-Bas révéla des villes, où les familles néerlandaises mangèrent du pain britannique, où les enfants buvaient du lait britannique, où les hôpitaux soignaient des patients avec des fournitures médicales britanniques. Les bombardiers, qui avaient symbolisé la destruction, étaient devenus des instruments de préservation. Les équipages qui avaient livré la mort à l'Allemagne avaient livré la vie aux Pays-Bas. Wilson traversa la côte anglaise alors que le soleil se levait son. Avion était vide, à l'exception de l'équipage, toutes les fournitures, larguées et mission accomplie, mais l'expérience resterait avec lui toute sa vie. L'opération Mana avait prouvé que même dans les derniers jours de la guerre totale, l'humanité survivait, que la miséricorde était possible, que les forces britanniques ne se battaient pas seulement contre le mal, mais pour quelque chose de meilleur que la victoire, incluait la compassion. Les familles néerlandaises affamées, qui pleurèrent lorsque les pilotes britanniques risquèrent leur vie pour larguer de la nourriture, se souvinrent de cette compassion. Pour toujours le pain qui tombait du ciel devint légende, histoire transmise à travers les générations, preuve que même les moments les plus sombres de la guerre pouvaient inclure de la lumière. Les pilotes britanniques qui effectuèrent ces missions s'en souvinrent comme les plus significatives de leur service. Les moments où ils sauvèrent, plutôt que détruisirent, préservèrent, plutôt que combattirent, démontrèrent par leurs actions
ce que la victoire alliée signifiait réellement. Le matin gris, lorsque les bombardiers retraversèrent vers l'Angleterre vides de nourriture, mais portant la satisfaction d'une mission accomplie, marqua quelque chose d'essentiel, sur le caractère britannique et les valeurs alliées, le pouvoir utilisé pour la préservation, le risque accepté pour un objectif humanitaire. La victoire définie non seulement par la défaite des ennemis, mais par le sauvetage des innocents, ces principes démontrés à travers le pain tombant du ciel au-dessus des Pays-Bas affamés, prouvèrent de quoi la guerre avait été question plus clairement que n'importe quel triomphe sur le champ de bataille n'aurait jamais pu le faire.